dans l'élaboration du PLUI, il a été décidé effectivement que le paysage serait au centre du projet de territoire. Et donc pour ce faire, on a souhaité élaborer une OAP. Donc c'est une orientation d'aménagement programmatique, thématique, sur le paysage et la biodiversité, afin qu'effectivement les paysages ordinaires soient davantage considérés et pas uniquement les valeurs patrimoniales de remarquabilité comme on sait effectivement assez souvent le faire dans un document d'urbanisme. Donc pour ce faire, en fait, on a mis en place deux échelles. Donc la première échelle, qui est aujourd'hui effectivement la plus utilisée à ce stade-là, c'est un référentiel des paysages en identifiant 14 ambiances. Alors 14 ambiances naturelles, rurales, montagnardes, mais aussi urbaines. Parce qu'il était important de donner à voir, à comprendre la diversité des tissus habités, travaillés dans l'enveloppe urbaine, ce qu'on a peut-être moins l'habitude d'apprécier en termes d'éléments différenciants. Donc c'est pour ça qu'on a construit en fait ce zonage de paysage pour aider en fait les porteurs de projets à davantage situer, contextualiser leur projet. Il y avait vraiment une idée de fond dessous, c'était de lutter contre la banalisation des opérations d'aménagement, les opérations immobilières, les opérations même individuelles. Donc on s'est attaqué à une échelle très vaste et en plus ça se porte très très bien sur un territoire à l'échelle de 49 communes, parce qu'on est un territoire qui est très contrasté, qui a donc une grande diversité, et il était important effectivement d'attraper finalement toutes ces nuances de paysages. Et en même temps, on a aussi également posé une deuxième échelle qui est celle du grand paysage. Alors ici, c'est vrai que les montagnes sont assez vite identifiées, appréhendables, mais toujours pareil, dans les nuances de structuration de plaine, de fond de vallée, on est moins à l'aise en fait, parce qu'on a moins d'éléments de référence, les éléments sont plus discrets. Donc on a souhaité, dans un premier temps, faire déjà une première organisation spatiale de la métropole avec 7 secteurs géographiques qui sont vraiment en lien direct avec les vallées, donc Isère-Amont, Isère-Aval, Romanche, Drac, donc c'est des gros territoires. Et puis mettre aussi en avant les 2 territoires qu'on pourrait appeler perchés, avec Piémont de Beldon, plateau de Champagné, et puis les balcons de Chartreuse. Et enfin, ce qu'on a appelé le territoire des confluences grenobloises, qui est donc autrement appelé la cuvette grenobloise. Voilà, ce vaste territoire qui finalement lui est la convergence d'un certain nombre d'éléments animés, habités. Et donc pour donner de la lisibilité à ces secteurs géographiques, on est parti des blocs diagrammes qui sont un outil très utilisé en analyse paysagère. Et aujourd'hui, donc, on a engagé une seconde démarche, le PLUI étant approuvé en vigueur. On engage une seconde démarche qu'on appelle carnet de territoire. On a nos carnets de paysages dans le PLUI et aujourd'hui, on va sur une démarche carnet de territoire qu'on a initiée juste avant la crise sanitaire, pour justement donner un peu plus de lisibilité à ces figures géographiques paysagères. Donc on a commencé donc à travailler en fait sur Isère-Aval, parce qu'on avait un super point de départ qui est le parc Mikado. Alors l'agence a été sollicitée au début du PLUI notamment pour aider la métropole à choisir le bureau d'études en termes de paysage et pour aussi réfléchir sur les objectifs finalement de l'OAP. Mais en parallèle, l'agence a aussi mené un travail sur la typomorphologie, donc un travail sur la caractérisation des tissus urbains, au-delà des tissus dont a parlé Sophie tout à l'heure en termes de nature en ville, de lotissement. C'est comment on caractérise tous ces tissus. Et ce travail de typomorphologie s'est fait aussi sous forme de base de données et a permis aussi d'être ensuite décliné sur le règlement du PLUI. C'est des éléments, c'est un travail qui était nouveau sur la métropole, qui n'avait jamais eu lieu. Et donc c'était l'occasion avec l'OAP d'entamer aussi en parallèle avec le PLUI ce travail spécifique sur les tissus urbains. Voilà. Et
Par la suite, l'agence est plutôt sollicitée sur des micro-échelles de territoire par le biais du travail sur les espaces publics au niveau de la métropole avec le guide des espaces publics où le paysage en fait est partie prenante à chaque fois de tous les projets urbains qui ont lieu sur la métropole et qui sont évalués après par le biais de fiches et de grilles du guide des espaces publics. Mikado, je dirais que c'est la seconde échelle, hein, celle du grand paysage, de l'armature, on pourrait dire pluricommunale. Hein, c'est ce qui s'est passé. Mikado est intervenu sur 4 communes et a cherché finalement à redessiner une figure fédératrice pour donner du sens commun à un territoire qui peut-être ne se regardait pas véritablement. On est parfois dans des approches encore très communales et Mikado a cherché à tisser du lien entre les différents projets qui commençaient déjà à émerger, hein, entre la presqu'île, les portes du Vercors. En fait, Mikado, on part du chemin de l'eau, du chemin de l'Isère, du Drac, qui sont quand même très prégnants dans cette cluse. Ils ont identifié effectivement un certain nombre d'éléments structurant tous les affluents de l'Isère et les canaux, parce que ce sont des éléments aussi qui dessinent finalement ce paysage de fond de vallée, étaient également des motifs paysagers qui n'étaient peut-être pas suffisamment pris en compte parce que souvent méconnus, non caractérisés, un petit peu ignorés, voire délaissés. Et donc ils ont cherché à valoriser finalement tous ces espaces d'interstices, d'entre-deux, pour construire une nouvelle trame, alors verte et bleue aujourd'hui on pourrait dire, mais pas que, hein, pour faire du lien entre les projets, mais globalement au milieu en fait, de ce tissu habité-travaillé. On approche toujours le paysage avec ces 2 échelles, à la fois le paysage de proximité, du quotidien, et le paysage, grand paysage macro. Et pour ce faire, en fait, on a effectivement posé 2 référentiels qui sont complémentaires. Donc, ce référentiel des paysages ordinaires, qu'on appelle les ambiances urbaines, naturelles, agricoles, pour effectivement on ait une couverture complète du territoire. Parce qu'il était important qu'en tout point du territoire, on parle de paysage. Il n'y a pas des lieux avec paysage et des lieux sans paysage. Donc ça, c'est effectivement l'échelle de l'hyperproximité. Et par-dessus, finalement, on peut venir avec des structures, une charpente qui vient mailler en fait ces ambiances, les connecter et qui donne effectivement une identité plus macro à un territoire. Donc on avait effectivement ces 2 approches et pour permettre une meilleure appropriation, on a décidé effectivement de les zoomer, de les reterritorialiser sur des secteurs géographiques qui leur est propre. Donc ces 7 secteurs géographiques, finalement, ils s'articulent autour d'un élément en général un peu central, qui est donc l'eau pour partie, ou les reliefs pour d'autres. Et on essaye de construire en fait cette charpente paysagère, cette armature. Sur le secteur nord-ouest, donc Isère-Aval, on s'est inspiré de l'armature pensée par le concept Mikado, donc qui était davantage organisée autour de l'élément emblématique qu'est la confluence Isère-Drac, et en s'élargissant au plus près des 4 communes, donc Saint-Martin-le-Vinou, Fontaine, Sassenage et Grenoble, afin de finalement révéler une nouvelle armature qui ferait le lien entre les projets en cours, hein, Presqu'île, Porte du Vercors, entre autres, et puis le lien plus généralement avec les massifs, puisque l'idée c'est de trouver des lignes de désir pour aller reconnecter les piémonts et les coteaux boisés. Donc le projet s'intéresse véritablement à révéler le chemin de l'eau, donc les berges de l'Isère, du Drac. Donc aujourd'hui on est effectivement positionné sur un des aménagements qui a fait l'objet d'une mise en œuvre opérationnelle. Et on a cherché en fait à les étendre à l'ensemble de la cluse dans le même principe, finalement en s'intéressant au chemin de l'eau,
Donc en identifiant effectivement, on fait des choix quand on décide de révéler un élément plus qu'un autre, mais en identifiant des éléments qui nous semblent être davantage partie de la structure primaire, et puis aussi sur les espaces agricoles naturels. Et on continue sur ce principe effectivement de s'inscrire et d'aller chercher ces lignes de désir entre espace aquatique et puis espace végétalisé. Ça commence par un relevé de tous ces éléments et après on choisit effectivement de les connecter avec des lignes de désir quelque part. Et ça met aussi en scène les grands corridors qui sont aujourd'hui identifiés dans le SCOT. Donc on a aujourd'hui effectivement des éléments très structurants mais qui ne sont pas toujours appréhendables, palpables. Donc là, on essaye effectivement de dire qu'un corridor, il peut se situer peu ou prou dans ce secteur-là et il peut s'animer d'une diversité de lieux et de milieux. Et en fait, tous ces milieux, ces interstices, principalement peu construits, peu bâtis, ont un intérêt à interagir avec les milieux habités en fait. Et c'est là où finalement la complémentarité s'opère avec peut-être le tissu habité, c'est-à-dire qu'on donne à voir et à parcourir des espaces qui sont peut-être moins identifiés dans la mémoire collective. Pour faire la déclinaison par rapport à l'OAP dont a parlé Sophie, en fait derrière les projets se créent, s'organisent et se déclinent en fait sur le territoire proprement parlé. Par exemple autour de nous, on voit un aménagement paysager qui permet de mettre en valeur la petite digue qui est existante sur Fontaine et qui à la fois est un espace un peu en sécurité par rapport à la circulation en bas, donc qui permet aux piétons et aux vélos de s'échapper, de circuler sereinement, mais aussi de pouvoir percevoir le paysage qui est autour, à la fois les montagnes qui nous entourent, mais aussi le drac qui est juste à côté. Le projet aussi, c'est aussi comment on aménage de manière simple un territoire sans forcément avoir des actions fortes en termes d'aménagement, donc avec des choses qui permettent de faire de l'infiltration par rapport à l'eau, de valoriser aussi tout ce qui est végétalisation. On voit qu'ici l'aménagement qui a été fait sur cette digue permet aussi de mettre en valeur de la végétation nouvelle, des alignements d'arbres, mais aussi des prairies un peu fleuries qui vont grandir un peu au gré du temps. L'aménagement aussi ici, on voit qu'il est très naturel alors qu'on est en milieu urbain avec de l'utilisation du bois, de matériaux assez simples. Alors en fait, le paysage, c'est l'affaire de tous. Donc il est important effectivement que tout à chacun reconsidère son environnement. Mais les élus, effectivement, ont néanmoins une place singulière dans cette responsabilité de prise en compte. Et il est important effectivement qu'eux aussi se saisissent de cet outil, alors pas dans son approche technique, mais en tout cas dans sa portée réglementaire et s'impliquent effectivement auprès des acteurs de la construction de l'aménagement pour qu'elle soit considérée en fait. Aujourd'hui, on a des porteurs de projets qui estiment que cet outil est en train d'opérer une petite révolution parce qu'effectivement ça les bouscule dans leur façon de considérer un projet, d'évaluer sa capacité constructive, son habitabilité. Et ça requiert en fait des compétences nouvelles. On voit que finalement la place du paysagiste commence à être un peu plus mobilisée et en amont. Interpellé dans la façon d'appréhender un lieu, une histoire et la façon d'imbriquer finalement un espace bâti avec un espace non bâti.